Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Elisabeth Levac, elle est professeure à l'Université Bishops et elle est également chercheure membre du Centre d'application et de recherche en télédétection, donc le cartel. Donc, bref, c'est une de nos collègues qui a fait sa thèse de doctorat à l'Université Dalhousie et qui travaille dans le domaine de la paléo-océanographie, paléoclimatologie et qui s'intéresse beaucoup aux questions de pollen. Et on est très, très curieux aujourd'hui de savoir comment tout ce système, tous ces mécanismes marchent. Alors, donc, sans trop tarder, je vais laisser la parole à Elisabeth pour qu'elle puisse nous présenter sa conférence. Merci. Okay. Tout d'abord, merci de m'inviter à présenter devant le cartel. Et puis, j'ai préparé un PowerPoint que je vais partager avec vous. Donc, vous allez arrêter de me voir, mais c'est ça, j'ai préparé une présentation. Voilà. Diaporama. J'ai essayé d'inclure un peu de tout. Je travaille sur différents projets, mais qui tournent tous autour du pollen. Alors, je vais parler d'allergie pour commencer. Et puis ensuite, je vais parler de saison pollinique et je vais parler d'aérosol à la toute fin. Donc, mon plan va d'abord aborder les questions de base sur le pollen. On va parler des allergies, des grands coupables, puis on va examiner un peu les impacts du pollen aérien, le pollen qu'on respire sur la santé humaine. Je vais parler de l'herbe à poux un peu plus spécifiquement. Et puis, je vais finir avec le pollen exotique dans l'Arctique canadien comme traceur de la circulation atmosphérique. Fait que cette dernière partie va être un peu plus technique. Qu'est-ce que le pollen? Ben, c'est une farine fine produite par les plantes puis les arbres. Puis ça vient du mot latin qui signifie poussière. C'est un terme qui a été utilisé par Linné pour la première fois en 1751. Pour moi, c'est un nom collectif. En anglais, on le met toujours au singulier. Il ne met jamais de S. Fait que ça me fait un peu hurler en français quand on m'oblige à mettre un S au mot pollen. Fait que d'une certaine façon, les grains de pollen proviennent des gamétophytes mâles d'une plante à graines. Puis ils sont contenus dans les anthères des étamines, puis ensuite ils sont dispersés par différentes méthodes. Fait que finalement, les grains de pollen contiennent le sperme des plantes. Mécanisme d'allergie, quand on vient en contact avec les grains de pollen, il faut garder en tête que les pollens contiennent beaucoup de protéines et c'est souvent ce qui déclenche des allergies. Par exemple, les protéines des arachides vont provoquer des allergies chez certains individus. Ils vont être détectés par le système immunitaire qui va l'identifier comme un intrus, puis produire des anticorps et éventuellement des histamines, ce qui va nous rendre malades avec des éternuements, des larmoiements, des coulements nasales. La gorge peut nous gratter. Il y a des gens qui font de l'urticaire. Il y a toutes sortes de symptômes. On n'en meurt pas, mais ça peut être incommodant. La pollinisation va avoir lieu quand le grain de pollen atterrit sur un pistil compatible, pour que ça soit la bonne espèce de plante, ou sur un cône femelle dans le cas des conifères. Puis quand le pollen va se poser sur le bon pistil, il va y avoir un tube qui va croître du grain de pollen puis qui va permettre de transférer le sperme jusqu'à l'ovule. C'est quand même assez efficace. La pollinisation peut être effectuée par les insectes. J'ai mis des crocus ici. Ben, j'aurais pu mettre d'autres types de fleurs comme le lilas. Ces plantes-là sont rarement une cause d'allergie saisonnière.
Ils ne produisent pas autant de pollen. Bon, il y en a qui vont avoir tendance à produire du pollen, mais à des bas niveaux tout l'été. Certaines plantes vont polliniser vers la fin de la saison de croissance pour avoir des graines pour le printemps suivant. Mais à moins d'être vraiment allergique ou d'être un fleuriste, on ne réagit pas souvent à ce type de plante-là. Ou si on va se mettre un pissenlit directement dans le nez, ben peut-être qu'on va avoir des symptômes, mais généralement, ce n'est pas un problème. La pollinisation par le vent, c'est ça qui cause les allergies. J'ai mis des photos d'érables rouges au printemps. C'est pas des fleurs aussi spectaculaires, mais les arbres vont aussi fleurir. Puis comme la pollinisation se fait par le vent, le pollen est produit en énorme quantité. Puis les fleurs et les grains de pollen vont être adaptés au transport par le vent. Leur but, c'est de se retrouver dans l'air ambiant pour pouvoir atteindre une autre fleur femelle. Donc, on en respire de grandes quantités. Fait que la plupart des arbres décidus au printemps vont polliniser avant la sortie des feuilles. Ça permet une meilleure circulation de l'air autour de leurs fleurs. J'ai un album de photos de famille ici avec certains responsables des allergies printanières comme le pollen d'érable rouge. J'ai des photos microscope lumière transmise ou des photos au microscope électronique à balayage. Fait que c'est quand même joli. Ils ont des petits patterns sur la surface. Ici, on a le bouleau. Sur la photo ici, c'est amusant parce qu'on a les fleurs mâles et la fleur femelle sur la même photo. Mais des fois, ça peut être sur des arbres séparés. Moi, quand je vois ça au printemps ici, je me dis que, ben là, ça, c'est des couilles au vent. Puis le vent ramasse tout ce qu'il peut en termes de pollen. Fait qu'ici, on a le bouleau jaune, puis ici, on a le chêne rouge, très allergène. Le pin, il y en a qui disent que c'est pas allergène, mais moi, je pense que c'est hautement allergène. Puis c'est l'arbre qui produit le plus de pollen dans notre région. Quand nos quand nos autos deviennent jaunes au printemps, là, début juin, c'est le pin. Plus tard dans la saison, comme au mois de juin jusqu'à la fin de l'été, on a les graminées, qu'on appelle maintenant les poacées. C'est le nouveau nom pour cette famille-là. Et à la fin de l'été, on a l'herbe à poux. On va en parler un petit peu plus dans la troisième partie. Donc, si j'ai mis un tableau pour indiquer à quel point certains types de pollen peuvent être allergènes, j'ai mentionné l'érable chêne. L'orme, on n'a pas beaucoup d'ormes, donc c'est généralement pas un problème. Le bouleau produit énormément. Les aunes, c'est au début d'avril. Les graminées. Heureusement, la plupart des gens ne sont pas allergiques à tous les types de pollen, mais souvent, il y a plusieurs arbres qui vont produire leur pollen en même temps, donc c'est un peu difficile de déterminer lequel nous rend malades. J'ai mis un calendrier pollinique ici et j'ai mis les types principaux d'arbres qu'on a à Sherbrooke. Il y en a qui commencent plus tôt que d'autres. Puis il y en a qui, ben ici, l'érable, j'ai pas mis selon les espèces. L'érable rouge va fleurir avant l'érable à sucre, par exemple. Donc, les deux pics qu'on a doivent être dus à ces deux espèces-là. Et puis, il y a des carrés en gris, il y en a quand même beaucoup, mais ça va dépendre, d'un printemps hâtif ou tardif. Puis ici, le bouleau, ben, il y a plusieurs espèces, puis des fois, il y a un transport qui vient de d'autres régions, donc ça s'étale jusqu'au début de juillet. Même chose pour le pin. L'herbe à poux, c'est plus tard, c'est des fois à la fin de juillet et des fois, ça se prolonge toujours vers à peu près la mi-septembre. Et les spores, quand je parle de spores ici, je ne parle pas des spores de fougères, je parle des spores de moisissure, mais ça, il y en a tout le temps. Pourquoi est-ce qu'on fait le suivi du pollen aérien?
Ben, d'abord, les concentrations peuvent varier d'une journée à l'autre à cause des conditions météorologiques. Le lien entre les conditions météo et les concentrations aériennes ne sont pas toujours évidents. Quand il pleut, évidemment, il y a beaucoup moins de pollen parce que la pluie va nettoyer l'air, mais pour ce qui est des autres conditions météo, c'est pas toujours facile de faire des prévisions. Un printemps froid va retarder le début de la pollinisation. Donc, on ne peut pas se fier seulement sur des années de données précédentes puis faire des statistiques. Si le bouleau n'a pas encore commencé à produire parce qu'il a fait froid ou qu'il y a eu de la neige tard en avril, ben ça ne donne rien de se servir des données statistiques. Il faut vraiment vérifier sur place si les arbres ont commencé leur floraison. La durée de la saison peut aussi être affectée par les conditions climatiques. Il y a une couple d'années, on a eu un printemps très hâtif. Il a fait très chaud à la fin mars. Ben, le pollen d'érable a commencé à apparaître 6 semaines en avance, puis ça a duré seulement quelques jours. Une autre raison de faire le suivi du pollen aérien, c'est de permettre aux gens de s'auto-diagnostiquer et de pouvoir comparer leurs symptômes avec ce qui se trouve dans l'air. Ça permet aussi de gérer les symptômes parce qu'on peut planifier nos activités extérieures en fonction de ce qui se passe. L'échantillonnage est effectué avec un appareil comme celui-ci qu'on place sur le toit d'un édifice de 4 ou 5 étages. Fait que souvent, je l'avais mis sur un des édifices à l'Université Bishop. L'année passée, je l'ai mis à l'Université de Sherbrooke. C'était vraiment un bon toit. Cette année, je l'ai mis chez moi parce qu'avec le confinement, c'était un peu compliqué. Il y a une pompe qui aspire l'air pour à 10 litres par minute, un peu comme nos poumons humains. Puis, il y a un adhésif sur un ruban qui tourne à 2 mm par heure. Ça nous permet d'avoir des données à toutes les heures. Il y a un étui de transport et puis on coupe le et on le monte sur une lame de microscope pour l'analyse. Moi, en fait, je ne l'enlève pas tous les jours parce que c'est beaucoup de travail. Fait que je laisse la machine tourner une semaine. Ça, c'est le maximum. Puis ensuite, j'analyse mes échantillons au microscope. Ce qui me reste à faire pour le calendrier pollinique, c'est de déterminer ce qui contrôle les concentrations de pollen quotidiennes. J'ai déjà fait du travail là-dessus avec une étudiante de Honors il y a quelques années, puis on avait comparé les données météo avec les concentrations. Et il y a quand même certaines corrélations avec la température, mais je pense qu'il faut faire plus de travail là-dessus. Puis ce serait bon d'étudier la saison de chaque espèce séparément pour voir s'il y a un changement dans la durée de la saison ou s'il y a un changement dans les concentrations quotidiennes au cours des années. Parlons un peu des impacts du pollen aérien sur la santé. Au-delà des symptômes évidents dont on a déjà parlé, comme les éternuements, le larmoiement, il y a aussi des conjonctivites qui peuvent survenir. Les gens vont souffrir d'urticaire. On voit aussi une augmentation du nombre de consultations médicales pour toutes sortes de problèmes qui peuvent être reliés aux allergies saisonnières. Souvent, les rhinites et les conjonctivites vont être dus au pollen d'herbe à poux ou à certains types de spores, de moisissures. Et les rhinites dues à l'herbe à poux peuvent demeurer élevées jusqu'à 5 jours après l'exposition. Donc, les symptômes peuvent persister. Les individus qui souffrent d'asthme peuvent voir une aggravation de leurs symptômes et on voit plus d'hospitalisation pour différents problèmes. Une personne qui souffrirait d'allergie et d'emphysème
ou qui souffrent d'allergies et de problèmes cardiaques sévères pourraient se retrouver à l'hôpital pour ben, le cœur pompe plus fort, on a de la misère à respirer, bon, fait que ça peut être important. Donc, j'avais comme question de recherche d'examiner si les concentrations aériennes de pollen et de spores à Sherbrooke sont liées à une augmentation des visites à l'urgence du CHU. Je me basais sur d'autres études qui montraient que les visites à l'urgence sont souvent corrélées avec les pollens, les concentrations quotidiennes, le jour même ou quelques jours après l'exposition, où les causes doivent varier d'une année à l'autre. Donc, on a utilisé les données polliniques de l'arrondissement de Sherbrooke et on avait accès aux visites à l'urgence seulement pour les codes 4 et 5, donc les codes non urgents. Code 4, ils vous disent aller au CLSC. Code 5, ils vous disent ben vous allez attendre 36 heures, puis peut-être vous devriez retourner chez vous. Mais on aurait aimé avoir accès à d'autres codes, mais pour l'instant, c'est ce qu'on avait. J'ai travaillé là-dessus avec Lourdes Zubieta, qui était professeure à Bishop, qui était bonne en statistique. C'est ça, on a travaillé là-dessus, puis on a utilisé la classification des maladies internationales, ICD-9, puis on a extrait les codes suivants. On a regardé les problèmes oculaires, les bronchites aiguës, les rhinites. Des fois, c'est spécifié dans le dossier que c'est dû au pollen, mais des fois, c'est non spécifique. Bronchite, la même chose. Asthme, urticaire allergique ou non spécifié. Des éruptions cutanées. Et j'ai pas traduit ce terme-là parce que je suis pas certaine comment le traduire. Et puis des allergies dont les causes sont non spécifiques. Donc, des fois, c'est mentionné que c'est des mauvaises herbes, des spores, ou ça peut être plusieurs autres causes. On a compilé les données horaires en visite totale quotidienne et en comptage quotidien de pollen, parce que c'était plus simple d'y aller jour par jour. Et puis, on a établi des corrélations entre chaque paire de comptage et les codes diagnostiques. On a essayé différentes méthodes. On a essayé avec les valeurs originales et les valeurs logarithmiques, et ça semblait fonctionner un peu mieux avec les valeurs logarithmiques. J'ai une table ici, mais je ne suis pas certaine que je vais m'attarder beaucoup. Je vais juste donner les résultats de cette façon-ci. On a trouvé des corrélations entre les diagnostics, donc c'est un peu logique, des rhinites allergiques et des conjonctivites. Ça se peut, moi, quand j'ai des allergies, j'ai des problèmes avec mes yeux, des rhinites allergiques et des bronchites aiguës. Ça, c'était surtout pour l'année 2008. En 2007, on a trouvé des corrélations entre le pollen et l'urticaire. Finalement, ben, ici, on avait pollen et rhinite allergique, éruption cutanée et asthme en 2008. On avait quand même des bonnes corrélations. Des fois, il y a un décalage entre des concentrations élevées de pollen et l'apparition de symptômes d'allergie ou autres. Par exemple, les allergies, souvent, une forte concentration de pollen va causer des allergies le jour même. Mais pour l'asthme, des fois, il y a un décalage d'environ 4 jours. Même chose pour l'urticaire et les conjonctivites. Des fois, ça peut prendre 3 ou 4 jours pour le développement de ces symptômes-là. Peut-être que c'est une cumulation d'exposition au pollen qui finit par entraîner des problèmes. Puis pour les spores de moisissure, on a un peu le même phénomène. On a des décalages de 5 ou 2 jours, ou des fois c'est la journée même. Même chose pour... ouais, c'est ça. Mais pour l'urticaire, la bronchite, les allergies et l'asthme, souvent on voit que ça va
arriver la journée même. Les spores de moisissure peuvent être assez allergènes. Puis la difficulté avec les spores, c'est que les spores n'ont pas la même façon de penser que nous. On voudrait croire que les spores de moisissure vont être présentes quand c'est humide. C'est pas toujours le cas. C'est extrêmement difficile de prédire des concentrations de pollen, de spores de moisissure. Donc, mes conclusions préliminaires, c'est qu'on a en général plus de visites à l'urgence avec le jour même ou quelques jours après l'exposition à des concentrations élevées de pollen. On a des variations d'une année à l'autre. Le pollen et l'urticaire étaient plus prévalents en 2007, tandis qu'en 2008, on semblait avoir plus de problèmes. Puis quand on examine l'asthme et les pollens, on remarque en fait que on avait beaucoup de visites en 2008, bien que les concentrations étaient généralement plus basses qu'en 2007. Et les concentrations de pollen ont été spécialement élevées pour le chêne et le pin cette année-là, au moment où on avait beaucoup de visites aux urgences. Donc, est-ce qu'il y aurait une synergie entre ces deux allergènes-là et peut-être un rôle des moisissures? Je ne sais pas, mais c'est une possibilité. Donc, ce qui me reste à faire, c'est de vérifier les liens entre le pollen aérien et des problèmes de santé plus sérieux qui mèneraient à des hospitalisations, comme ça a été montré dans plusieurs autres études. J'ai des données pour les problèmes cardiaques, mais j'ai pas eu le temps encore de jouer avec ça. J'ai bien hâte. Et COPD, ben, l'emphysème puis les troubles obstructifs pulmonaires chroniques, aussi, ce serait intéressant d'examiner ça. Puis, ce serait bon d'examiner le rôle de type de pollen spécifique, surtout des pollens qui se retrouvent un peu seuls dans la colonne d'air. Quand on regarde le pollen au printemps, il y a tous les arbres qui fleurissent à peu près en même temps, mais l'herbe à poux, ben, il est accompagné d'autres plantes comme peut-être la verge d'or, rumex et d'autres, mais c'est lui le grand coupable des allergies. Et on a les données pour les polluants, fait que ce serait bon d'examiner s'il y a une synergie entre les allergènes et les polluants. Et finalement, j'aimerais ça regarder si on pourrait quantifier ou déterminer la proportion des aérosols qui est constituée des grains de pollen ou de leurs sous-particules, parce que les grains de pollen vont souvent avoir tendance à éclater dans l'air et relâcher leurs protéines et leur contenu. Donc, ça serait intéressant à examiner. L'herbe à poux. Bon, l'herbe à poux, à ne pas confondre avec l'herbe à puce ici, qui a une feuille asymétrique finement découpée, tandis que l'herbe à poux, ben, ça ressemble à ça. Et l'herbe à poux, on peut, à moins d'être extrêmement allergique, on peut l'arracher à main nue sans aucun problème. Je le fais régulièrement chez moi. La prévalence des herbes à poux, des rhinites allergiques dues à l'herbe à poux, c'est environ 8% au Québec, selon l'Institut national de la statistique. Puis aux États-Unis, ben, des tests de sensibilité cutanée montrent qu'environ, au moins 10% des gens sont sensibles à l'herbe à poux. L'herbe à poux a été introduit en Europe et maintenant c'est un problème majeur de santé publique parce que ça pousse très bien et ça produit énormément de pollen. Si on examine l'herbe à poux et le CO2, on voit qu'il y a une hausse de la production du pollen d'herbe à poux qui est de 120% plus élevé que les niveaux pré-industriels avec des concentrations de CO2 de 370 parties par million. Maintenant, on sait que le CO2 est rendu à, je pense, 405 parties par million. Donc, on peut imaginer qu'il y a encore plus de production de pollen,
Puis ils ont fait des tests dans des environnements contrôlés avec 600 ppm et puis c'était comme 3 fois, 4 fois les niveaux pré-industriels. Puis il y a d'autres études qui ont observé la même chose avec le CO2. Si on examine les changements climatiques et la durée de la saison de l'herbe à poux, ici on a une étude qui montre des données prises dans des villes au centre du continent. Donc on va du Texas jusqu'à la Saskatchewan. Puis en Saskatchewan, on voit que le changement entre 1994 et 2009 a été de 27 jours. C'est quand même majeur. Puis on voit que, en fait, au Texas, c'est 4 jours de moins. Et en Arkansas aussi, mais tout ce qui est situé à partir du Nebraska montre des allongements de la saison. Il y a d'autres études qui montrent aussi que la hausse des températures en été puis en automne vont allonger la saison. Donc, ce n'est pas la seule étude qui montre ça. À Montréal, on voit un allongement de la saison d'environ 1 mois en une seule journée. C'est sûr qu'il y a peut-être un impact de l'îlot urbain de chaleur, puis peut-être que Montréal a grossi durant cette période. Mais c'est quelque chose qui a été observé aussi dans d'autres études, que l'herbe à poux va fleurir plus tôt parce qu'il fait plus chaud, puis il y a plus de CO2 avec toutes sortes d'émissions de voitures, d'industrie dans les villes. Donc, ma question était, est-ce qu'on observe un changement similaire de la durée de la saison de l'herbe à poux à Sherbrooke? Et qu'est-ce qui contrôle la durée de la pollinisation de l'herbe à poux à Sherbrooke? Donc, ici, je vais vous donner tout de suite les résultats. J'ai analysé un certain nombre un nombre d'années et je vois que, bon, la durée, ici, j'ai mis les données d'une autre étude des années 80, qui montrait que la durée était de 41 jours, 40 jours. Puis, si on regarde ici, j'ai mis un astérix parce que c'est une année un peu inhabituelle, mais toutes les autres années montrent qu'en fait, on a une saison de l'herbe à poux plus longue qu'avant. Puis, si on examine la fin de la saison, de l'herbe à poux, on voit que c'est toujours autour de la mi-septembre, plus ou moins. J'ai mis la date du premier gel. Souvent, quand il y a le premier gel, ça met fin à la production et à la dispersion du pollen d'ambrosia. Des fois, il va en avoir quelques jours par après. Là, ça va persister un peu, mais ça ne dure pas vraiment longtemps. Donc, ce qui causerait l'allongement de la saison, c'est un début comme au mois de juillet. Ça arrive de temps en temps. Donc, ça pourrait jouer un rôle. J'ai regardé un peu les données météorologiques, puis un peu comme d'autres études ont montré, la température de l'année précédente pourrait influencer le début de la pollinisation d'ambrosia. Puis, je pense que les précipitations en juillet et en juin ont un rôle à jouer aussi. Cette année, je n'ai pas encore fini mes analyses, fait que je ne peux pas dire ce qui se passe par rapport au pic de production. Le carré orange ici, c'est simplement pour entourer le mois d'août, parce que souvent, j'utilise le nombre de jours dans l'année plutôt que les dates. Puis on voit que souvent, le pic de production se passe au mois d'août, vers la fin du mois d'août. Mais des fois, il peut en avoir aussi encore en septembre. Puis ici, vers la mi-septembre, c'est ça, il y a du gel, puis le pollen arrête d'être produit et dispersé. J'ai essayé de voir si la pluie jouait un rôle dans le contrôle de la concentration d'ambrosia dans l'air. Et contrairement aux autres types de pollen, quand il pleut, il y a quand même du pollen d'herbe à poux dans l'air.
Ici, il y avait quand même des précipitations abondantes, puis il y avait quand même du pollen. Bon, il y en avait peut-être moins cette journée-là, mais il y en avait quand même. C'était pas à zéro. Puis les journées suivantes, il y en avait beaucoup. Fait que c'est ça. Le pollen d'herbe à poux se comporte pas exactement de la même façon que les autres types de pollen comme ceux d'arbres ou de gazon ou de plantes. Bon, on a déjà parlé un peu des conclusions, que bon, on a un début plus hâtif et que mais la fin de la saison est toujours à peu près aux mêmes dates. Quand les concentrations de pollen augmentent, on se demande est-ce que les étés ont été plus secs, plus chauds. Ça, je vais pouvoir répondre à ça quand j'aurai un peu plus de données pour cette année et peut-être d'autres années. J'ai pas fini toutes mes analyses. Et puis, je vais en profiter pour plugger mon projet Tree Track ou Traque ton arbre. C'est un projet de sciences citoyennes et je recrute des participants. C'est facile. Je suis surtout intéressée aux phases phénologiques du printemps, celles des arbres, évidemment, parce que j'aime ça savoir à quel moment les arbres commencent à fleurir. Puis je peux faire un lien ou vérifier ce qui se passe dans mon échantillonneur. Et puis, je vais plugger Bruno Courtemanche. Vous pouvez checker ce qu'il fait avec Uberg. Il fait des projets avec les étudiants de bac de Bishop. Parlons maintenant du pollen exotique dans l'Arctique canadien. C'est un projet que je fais en collaboration avec un collègue d'Environnement Canada. Et puis, on a une photo de mon échantillonneur de pollen. Bien, pas le même que j'utilise à Sherbrooke, évidemment, mais à Eureka en 2010. Et pourquoi est-ce que je fais ce projet-là? Bien, d'abord, il y a beaucoup de pollen exotique dans les carottes de glace, dans les sédiments marins ou dans les sédiments lacustres de l'Arctique canadien. Et des fois, la proportion de ce pollen atteint 50% ou même plus. Et beaucoup d'auteurs ont suggéré qu'on pourrait se servir du pollen exotique. Pollen exotique, ben, celui qui vient de régions éloignées, qui n'est pas produit localement. On pourrait s'en servir comme un traceur de la circulation atmosphérique, puis ça pourrait être utilisé dans les études paléoclimatiques. Parce que, évidemment, le pollen est présent dans différents types de sédiments ou de carottes glaciaires et très bien préservé. Donc, ce serait intéressant de pouvoir comprendre comment il se rend jusque dans l'Arctique. Beaucoup d'auteurs rapportent ce que j'appelle des événements polliniques où des grandes quantités de pollen exotique se retrouvent dans des régions, dans les moyennes et hautes latitudes en Europe, par exemple. Donc, le pollen exotique, ça serait plus qu'une sorte de contamination naturelle, parce que souvent, on regardait ça dans les carottes de sédiments marins et on se disait, bah, la contamination, mais en fait, ça apporte beaucoup d'informations. Et pourquoi on voudrait reconstituer la circulation atmosphérique dans le passé? Mais ce serait pour mieux comprendre les changements actuels et récents et les changements des précipitations qui se passent dans ces régions du monde. Ensuite, on commence à réaliser que les bioaérosols sont importants dans notre système climatique et sont maintenant inclus dans les modèles atmosphériques globaux parce que ben, les grains de pollen peuvent jouer le rôle de noyaux de glace et de noyaux de condensation. Donc, ils ont un rôle à jouer dans la formation des précipitations. Quand on examine le transport du pollen exotique, on se rend compte qu'il y a un déclin vraiment rapide du pollen d'arbre, du pollen exotique, au-delà d'environ 75 degrés nord. Et il a été suggéré qu'il y avait comme une frontière atmosphérique difficile à franchir à cette latitude-là.
malheureusement, quand on examine des échantillons de neige ou de glace, ben, ces échantillons-là intègrent du pollen de plusieurs événements synoptiques. Puis aussi, ben, ils vont incorporer plusieurs semaines ou sinon plusieurs mois de précipitations. Donc, c'est difficile de séparer chaque événement et de retracer la source du pollen. Quand on regarde des échantillons de sédiments, on voit qu'il y a beaucoup d'échantillons qui vont incorporer aussi plusieurs années de dépôt. Donc, on ne peut pas faire grand-chose avec ça. C'est pourquoi, ici j'avais mon aspic. Quand on regarde le dôme d'air froid ici, situé au-dessus des régions polaires, c'est un peu comme un aspic. C'est dense, puis quand on se promène avec l'assiette, ça giblotte sur les côtés, ça forme des vagues qui vont former éventuellement des systèmes dépressionnaires, un front chaud, front froid, et peut-être qu'ils vont permettre de laisser entrer du pollen à travers cette frontière-là. Mais on ne sait pas trop comment. Il y a plusieurs études qui ont voulu modéliser ce transport. J'ai essayé avec les modèles High Split. Ça ne fonctionne pas très bien parce que la durée du transport est extrêmement longue. Et Rousseau a travaillé là-dessus. Puis bon, il y a avec des données qui viennent du Groenland, différents endroits au Groenland. Et le pollen exotique pourrait venir d'Amérique du Nord, mais aussi d'Europe et de Sibérie. Le problème avec sa méthode, c'est qu'il utilise des filtres qui contiennent 2 semaines d'accumulation de pollen. Donc, c'est un peu moins précis. On ne sait pas exactement à quel moment le grain de pollen est arrivé. Il y a toutes sortes d'approches de modélisation qui ont été utilisées. Fait qu'on s'est basé un peu là-dessus dans notre étude. Donc, mon échantillonneur était à Eureka, ici. Puis c'était déployé sur le laboratoire Pearl, sur le toit, ici. D'autres années, on était à côté de la piste d'atterrissage. Les échantillons étaient absolument impossibles à analyser parce qu'il y avait beaucoup de poussière. Puis là, en plus, on est loin du sol, fait que c'est merveilleux parce que les pollens locaux ne nous intéressent pas. Les résultats, ben, quand on travaille avec ce genre d'échantillon, c'est un peu comme chercher l'aiguille dans la botte de foin. Pour 111 jours d'échantillonnage, on a capté en 2010, c'était une grosse année, on a 397 grains de pollen. Bon, fait qu'il y a un petit peu de tout. Il y a des taxons thermophiles comme l'érable, le hêtre, le noyer, les ormes. Il y a des taxons, on les considère exotiques parce qu'ils viennent de la région plus au sud de l'Arctique ou de la région de la forêt boréale. Fait qu'il y a les aulnes, le sapin, le bouleau, le mélèze, l'épinette, le pin, peuplier. Puis, ben, on n'utilise pas le pin parce que le pin, ben, du pin, ça pousse partout en Amérique du Nord, ça pousse partout en Europe puis en Sibérie. Fait que c'est à peu près inutile d'essayer de faire quoi que ce soit avec ça. Puis on a quelques types de pollen locaux, mais on ne va pas vraiment en parler. Ce qui est intéressant en regardant les données, en regardant le nombre de types de pollen par jour, ben, il y a des jours où on n'a rien, le quart du temps, et 32% du temps, on a un seul type de pollen. On peut avoir plusieurs grains de pollen, mais juste un type. Fait que c'est rare qu'on a des événements où on a 6-7 espèces d'arbres échantillonnés en même temps. Pour notre travail, on a examiné quelques événements polliniques, puis on va parler de celui du 24-25 juin 2010, où on a eu beaucoup de pollen de mélèze. Je devrais spécifier qu'à Eureka, en 2010, c'était un été chaud. J'ai mis la courbe des températures quotidiennes ici. Puis on voit qu'autour du 24 juin, ben, il faisait pas mal chaud, puis en juillet
aussi. Fait que donc, il y avait peut-être plus de masse d'air qui venait du sud puis qui réussissait à pénétrer au-delà du blob de Jello. J'ai mis les températures ici. Il faisait pas mal chaud à Eureka, là, des températures de 17 degrés. C'est chaud parce que les maximums quotidiens pour juin, c'est environ 6 degrés. J'ai mis une carte de la distribution du mélèze ici, avec différents pourcentages. Fait qu'on voit bon, la limite nord est à peu près ici. Donc, on est loin de Eureka. On a utilisé les données météorologiques d'Environnement Canada, puis on a... ah, maudit, mon ordinateur n'arrête pas de me remettre tout ça en anglais, l'autocorrecteur. Bon, un modèle de prévision, on a utilisé ce modèle-là du Centre météorologique canadien. On a utilisé une configuration régionale avec une assez bonne résolution sur l'Amérique du Nord. Puis on a fait des tests de prévision météo à peu près 6 heures d'intervalle du 1er juin jusqu'au 10 juillet pour entraîner notre modèle de dispersion. On a utilisé le modèle lagrangien de dispersion de particules d'Environnement Canada, qui a été développé en fait pour des urgences comme des panaches de cendres volcaniques. Vous vous souvenez peut-être de l'éruption du volcan en Islande il y a une couple d'années. Bon, ben, ça sert à ça. Ou des panaches nucléaires ou de substances toxiques. Fait que nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une simulation inversée à partir du senseur, donc Eureka, le point d'arrivée du pollen. Fait que ce qu'on a trouvé, c'est que la durée de voyage, de transport minimum, c'est à peu près 7 jours. Fait que c'est quand même extrêmement long pour une particule en suspension dans l'air. On a ici, quand on fait tourner le modèle à reculons, on voit comme 1,7 jours avant, on a Eureka ici avec le point rouge. On a un anticyclone stationnaire sur le centre de l'Arctique, ici. On avait des vents légers à Eureka, puis le panache était rendu ici sur l'île de l'Esmer. Puis si on retourne un petit peu plus loin en arrière, on voit que le panache est situé au centre-nord du Groenland. Okay. Puis si on recule 7 jours avant, ici, bon, toujours Eureka ici, on a un panache au-dessus du sud du Groenland qui est entraîné par une dépression ici autour de Terre-Neuve. Puis on a un autre panache à haute altitude sur la baie du Thon. Puis généralement, avec ces modèles-là, on identifie des sources potentielles pour le pollen. Et ensuite, on opère le modèle, mais en fonction avant, à partir de ces sources potentielles, de ces sites-là, pour voir comment la dispersion des particules va s'effectuer. Puis dans le modèle, on relâche, je pense, 10 millions de particules. Puis, bien, évidemment, la plupart vont retomber près de la source d'émission, mais il y en a quand même quelques-unes qui vont former un petit panache qui va éventuellement se retrouver. On a rencontré quelques difficultés lors de notre travail. On a utilisé la loi de Stokes pour représenter la vitesse de chute dans le modèle, où on inclut le diamètre des particules, donc le diamètre des grains de pollen pour une espèce spécifique. Puis on a aussi la densité du grain de pollen et la densité de l'air. Puis on a un autre facteur de viscosité dynamique pour l'air. J'ai oublié de traduire cette diapo-là, mais en fait, ce qu'on observe, c'est que la vitesse requise
pour le mélèze, ce serait de 1 cm par seconde, mais en fait, toutes les études en soufflerie montrent que c'est à peu près 3,1. Donc, pour qu'on puisse prouver notre modèle de transport, ben, on a une vitesse beaucoup moins haute qu'en théorie. Si on regarde à la settling density, ça serait aussi trop basse. Puis on se demande quel serait le rôle de l'humidité dans l'atmosphère pour influencer la vitesse de chute. Fait qu'en gros, c'est ça. Et ce qu'on constate, c'est que les grains de pollen ne sont pas des traceurs passifs sans masse, on s'en doute. Puis il faut inclure des composantes de sédimentation gravitationnelle pour les grains de pollen quand on essaie de retracer leur transport sur de longues distances. Puis j'ai eu beaucoup d'aide pour ce travail-là, mais moi je ne suis pas allée à Eureka, ça ne me donnait rien de rester à côté de la machine. Donc les échantillons me provenaient par voie aérienne en passant par différentes petites villes dans l'Arctique. Et j'ai eu du financement de différentes sources pour ce travail-là. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Excellent, merci beaucoup, Elisabeth. Donc, la période des questions est ouverte. Norm O'Neill ici. Oh, allô? Salut, Elisabeth. Salut. As-tu dit que les statistiques étaient plus représentatives des pollens, statistiques logarithmiques étaient plus représentatives? Oui, ben oui. C'est ça qu'on a trouvé aussi pour nos gros particules supermicrons, que les statistiques étaient plus log normal. OK. Et ça avait même un effet, un net agrandissement. Quand on fait les statistiques dans le bon domaine, là, soit logarithmique, moyenne géométrique, ou non logarithmique, le moyenne arithmétique, il y a des nettes augmentations, comme des coefficients de corrélation avec le modèle, par exemple. Il y a des nettes augmentations. Donc, tout ça pour dire que c'est important, bien sûr, les statistiques géométriques ou les statistiques arithmétiques. Oui. Oui, c'est clair. Puis, la deuxième question, le modèle, tu dis que High Split ne fonctionne pas très bien. Oui, parce que c'est la durée de transport est pas mal trop longue. Fait que des fois, on est obligé de. Ben, ça nous amène pas vraiment à un lieu où l'arbre en question pousse. Donc, on est un peu bloqué parce que ça nous amène, mettons, je sais pas, au nord du Québec, puis il n'y a pas d'érable qui pousse là, à ce que je sache. Donc, c'est un peu un problème. C'est pour ça qu'on a essayé d'autres modèles de dispersion. Mais est-ce que peut-être localement, c'est plus, ce serait plus utile, un modèle comme le modèle de dispersion de High Split, je veux dire, autour de Autour de Sherbrooke, Sherbrooke. par exemple? Ah oui, autour de Sherbrooke, je pense que ça marche bien. Puis en fait, j'ai des données de l'île de Sable. Puis à l'île de Sable, ben, je me servais du modèle High Split, puis ça marchait bien. Là, c'est pas tellement au nord, puis c'est pas tellement éloigné du continent, donc ça fonctionnait bien avec ça. OK. OK, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
J'avais une question de curiosité par rapport au pollen. Je ne sais pas si je peux aller. Oui, allez-y. La question, c'est, en fait, vous avez parlé de l'effet du pollen sur la santé. Oui. Alors, je me demandais si vous aviez fait une désagrégation de cette population pour savoir si c'est des jeunes qui sont plus sensibles ou j'ai l'impression que les gens vont réagir différemment au pollen selon leur âge. Et donc, en évaluant l'impact de pollen sur la santé, peut-être que c'est de voir aussi l'aspect âge. Est-ce que voilà, cette désagrégation est faite ou ce n'est pas nécessaire à votre point de vue? Ah, OK, ben on n'a pas examiné l'âge parce que le nombre de visites, ben comme on a juste les données du CHU, ben il n'y a pas un grand nombre de visites. Il n'y a pas des dizaines de visites par jour. Fait que si on commence à agréger avec l'âge, on va peut-être avoir trop de sous-catégories. Mais c'est un bon point. Ce serait quelque chose, je le note. Parce qu'on a juste commencé un peu à regarder ça. Mais si on observe des problèmes plus sérieux, par exemple des problèmes d'emphysème, ben c'est sûr que c'est rare que ça affecte les jeunes enfants. Donc, il y a peut-être une composante de l'âge, tu sais, peut-être regarder la cinquantaine, la soixantaine, etc. Là. OK. D'autres interventions? Oui, Khalifa, merci. Merci, Elisabeth, pour l'exposé. Il y a quelques points qui m'intéressent et je pense qui intéressent beaucoup d'autres collègues ici. Vous avez fait le lien entre la pollinisation et la température et les aspects de pluie. Et bon, quand on parle de pluie, il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur l'humidité du sol ici. Ah oui. Oui. Donc, ma question, c'est que, bon, c'est sûr, avec le début du gel met fin à la saison pollinique, n'est-ce pas? Donc, Oui. ça, on est capable il y a des méthodes qui détectent le début et la fin du gel, tout ça. Et j'aimerais savoir la température et l'humidité, à quelle échelle vous avez besoin de ces données? Si réellement ces données peuvent vous aider. OK. Ben, il y a beaucoup d'études qui examinent la température pour pouvoir prédire les concentrations la journée suivante. Parce que souvent, les gens essayent de raffiner leurs prévisions. Puis, ben, c'est ça, quand il fait chaud, quand il fait beau, ben, les plantes vont avoir tendance à relâcher à émettre plus de pollen aussi. Puis il y a toujours la question de l'inversion de température le matin. Parce que les livres, ils vont nous dire que OK, les plantes émettent leur pollen le matin après le lever du soleil, mais ça ne veut pas dire que le pollen va être dispersé dans toute la colonne d'air s'il y a une inversion de température puis que c'est plus froid. Fait que le pollen va peut-être être limité au niveau du sol puis être dispersé un petit peu plus haut dans l'air que nous, on respire plus tard dans la journée. Fait que c'est ça, le rôle de la température est quand même assez important là, pour ça. OK. OK, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interventions, commentaires? Excellent. Je pense que ce serait important, effectivement, de voir dans quelle mesure on peut faire des liens entre tout ce travail qui s'est fait et beaucoup d'autres aspects en télédétection qui sont examinés. Donc, ça peut être les questions de température, d'humidité, les questions de vent, et ainsi de suite. Je pense qu'effectivement, il y a des liens sérieux à faire au niveau des chercheurs du cartel pour que les équipes puissent vraiment travailler ensemble. Donc, en tout cas, c'est excellent. Alors, je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres questions ou commentaires. Bon, on va tous ensemble, remercier Elisabeth pour cette présentation qui était très, très claire.
Merci. Merci Donc, de l'invitation. merci énormément. Merci beaucoup. Et puis, profiter de l'occasion pour remercier aussi Nicolas pour l'organisation. C'est vraiment bien fait. Ah oui, là, ils vont me devoir une pizza, là. C'est vrai qu'on a raté la pizza, hein? Ça ne se mange pas à distance, malheureusement. On va négocier ça. Oui, je fais ça gratuitement, là, pas de pizza. Eh bien, merci beaucoup à vous tous. Merci. Alors, donc, ce serait pour les prochaines conférences, donc les annonces vont être faites en temps et lieu. Alors, donc, merci bien et bon après-midi à vous tous. Merci. Bon après-midi. Bon après-midi, merci. Merci. Bye. Bye.